Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission hebdo du mercredi, 90 minutes de débat sur plusieurs sujets d'actualité. L'agriculture algérienne face aux défis alimentaires, ce sera notre première thématique. Le secteur agricole contribue désormais à plus de 14,7% du PIB. En 2022, la valeur de la production agricole a atteint les 4 450 milliards de dinars, soit une augmentation de 38%. L'Algérie peut-elle transcender ce seuil et créer une véritable dynamique dans ce secteur? La réponse est certainement oui, mais reste à savoir comment, avec quelle politique. L'agriculture algérienne est confrontée à plusieurs problèmes qui doivent être surmontés pour espérer augmenter les revenus du secteur et couvrir bien sûr les besoins nationaux. On en parlera ce soir avec nos invités. Et toujours sous le thème Alger fait peau neuve. Ce soir, nous parlerons du plan blanc, plan de restauration et de réhabilitation du vieux bâti et de la Casbah d'Alger. Souvenez-vous, on vous a parlé du plan vert la semaine dernière. Lancé depuis plusieurs années, ce plan doit-il être revu? Où on en est? On en parlera encore avec nos invités. Et enfin, nous terminerons avec les questions internationales, la réintégration de la Syrie au sein de la Ligue arabe. Une victoire pour l'Algérie, l'Algérie qui était le premier pays à avoir plaidé pour la réintégration de Damas dans son giron arabe. Et nous terminerons avec le Front Polisario qui célèbre ses 50 ans ce 11 mai, un anniversaire qui rappelle les longues années de lutte qui se poursuivent d'ailleurs pour arracher leur droit à l'autodétermination. Voilà pour ce qui est des thématiques que nous discuterons ce soir durant ces 90 minutes. Mais bien sûr, nous commencerons avec l'agriculture et nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Monsieur Mohamed Yazid Hambli. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Vous êtes le président de la Chambre nationale d'agriculture. Oui. Merci d'être avec nous. Nous avons également avec nous Monsieur Mouloud Tria. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Vous êtes chargé d'études et de synthèse au ministère de l'Agriculture. Merci d'être avec nous, Monsieur Tria. Et nous avons également le plaisir d'accueillir Monsieur Toufiq Hadkhil. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Vous êtes le président du cluster algérien des fruits et légumes à l'export, la CAFLEX. Merci d'avoir accepté notre invitation, messieurs. Alors, on le sait, l'agriculture fait désormais partie des priorités des pouvoirs publics. Aujourd'hui, je donnais des chiffres, 14,7% du PIB. On a réussi à augmenter nos exportations, mais il reste encore beaucoup de défis à relever. Alors, sommes-nous capables justement de transcender ce seuil? Je commence par vous, Monsieur Hambli. Nous en avons les capacités aujourd'hui. Oui, bien sûr. L'Algérie dispose de moyens humains, matériels, naturels pour aller vers une agriculture moderne et même vers une agriculture excessive en termes de production, même pour l'exportation, la transformation. On dispose des moyens. Reste poser la bonne question, comment faire des réformes, comment faire des... Voilà, quelle politique adopter aujourd'hui? Quelle politique adopter pour la gestion de notre agriculture dans l'avenir. Donc, il y a beaucoup de contraintes pour notre agriculture actuellement, surtout les contraintes bioclimatiques. Contraintes bioclimatiques, contraintes associées aussi à des contraintes au changement climatique, la sécheresse, des contraintes structurelles. Nos exploitations agricoles, la plupart des exploitations agricoles, c'est des petites exploitations, en dessous de 8 hectares, à 70%. La plupart des agriculteurs pratiquent une agriculture intensive qui se base sur la production céréalière, céréales, jachères, donc avec peu de moyens, avec peu d'irrigation. Et donc tout ça ils sont identifiés, les problèmes sont identifiés, il faudra aujourd'hui apporter les solutions. Sont identifiés, on importe beaucoup on importe la plupart des intrants, on importe quelques productions, surtout stratégiques, céréales, céréales et lait, l'huile végétale, le sucre, tout ça. C'est le diagnostic d'une agriculture bien sûr avec les problèmes structurels qui existent, le manque d'organisation, le manque de moyens, le manque de financement. Et donc dans tout ça, il faut mettre une véritable stratégie de réorganisation de notre système agricole, de la gestion de notre système agricole qui a duré depuis 62 et il y avait plusieurs réformes. Et depuis 87, bien sûr, depuis 87, l'agriculture algérienne, elle est passée à une gestion d'une agriculture privée.
La plupart des exploitations agricoles, c'est d'exploitation privée. Familiale. Mais la gestion, elle est restée administrative, centrale. Et aujourd'hui, on a besoin de la professionnaliser, c'est ce qui est demandé. C'est ça ce qui est demandé. D'ailleurs, le président de la République a demandé que le secteur agricole doit être professionnalisé à travers les organismes professionnels des agriculteurs, donner plus de décisions aux professionnels. Et je pense c'est à l'image des pays développés dans le monde, les pays agricoles, où la gestion du système de l'agriculture, tout ce qui est développement de l'agriculture, elle est des prérogatives des professionnels. Et je pense que l'administration, dans plusieurs pays développés, l'administration, elle est là pour la régulation. Alors, vous avez un petit peu englobé la thématique, on va après les détailler. Aujourd'hui, il est question de réorganiser toute la filière, on l'a bien compris aujourd'hui. Nous avons des superficies importantes qui sont sous-exploitées, nous avons donc les agriculteurs qui ne sont pas organisés. Aujourd'hui, il y a beaucoup à faire pour relever tous ces défis. Est-ce qu'une vision claire, une stratégie est déjà posée? Oui, tout à fait, d'accord. Donc, dans le cadre, c'est-à-dire de la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement 2020-2020, pour la période 2020-2024, nous avons adopté une feuille de route du secteur qui a fait l'objet d'une révision l'année passée où on a élaboré une nouvelle stratégie, un nouveau plan d'action de l'agriculture, du développement rural. Ce plan d'action a été élaboré avec la participation de plusieurs experts, et plus de 50 experts dans la matière. Grâce à ce plan, nous avons enregistré quelques résultats, surtout dans les filières stratégiques. Aujourd'hui, on a un excédent dans la production, c'est-à-dire la pomme de terre, l'ail, la tomate industrielle. C'est vrai qu'il y avait la perturbation des prix de l'oignon sec parce que la campagne 2021-2022, il y avait une baisse des prix. Il y avait un problème de régulation. Et l'ex-programme de régulation Serpalac a montré ses limites. C'est pour ça qu'il y avait un impact sur les surfaces dédiées à cette culture. Donc, un prix sur le marché inférieur au coût de production n'incite pas les agriculteurs à augmenter les surfaces et inversement. Plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement en faveur du secteur agricole. Surtout pour les filières agricoles. Donc on a augmenté les prix des céréales, l'exclusivité d'importation pour le légume sec afin de protéger la production nationale. Je prends par exemple il y avait plusieurs mesures qui ont été prises pour encourager plus et pour donner un nouveau souffle à l'agriculture algérienne, ce qui a vraiment donné. Ce plan d'action, il y a plusieurs axes. Donc aujourd'hui, on parle de la création d'un nouveau office chargé d'acheter les produits de large consommation, surtout les surplus des produits de large consommation. C'est une instruction de Monsieur le Président afin de protéger le revenu des producteurs, augmentant le pouvoir d'achat des consommateurs. Et il est temps de revoir le système de régulation. Ça reste ciblé. Maintenant, il s'agit de mettre une vision sur le long terme. Vous me disiez tout à l'heure, Monsieur Hadkril, avant qu'on commence... Justement, par rapport au long terme, c'est la première fois qu'on a élaboré un plan d'action à l'horizon 2035. Voilà. C'est-à-dire une vision large, donc avec des objectifs bien fixés ou bien déterminés. Voilà. On va les détailler dans un instant. Je vous donne la parole, Monsieur Hadkril. Vous me disiez aujourd'hui, pour organiser la filière, pour qu'elle soit plus dynamique, il faut qu'il y ait une synergie entre tous les maillons aujourd'hui, qu'aucun maillon ne doit manquer. Tout à fait, parce que c'est... Il faut le concours de tout le monde. Oui, tout à fait, parce qu'en fin de compte, ça va de la semence jusqu'à la partie exportation, jusqu'à la mise en place. En fin de compte, là, on met le produit dans le bateau ou dans l'avion. Vous avez la semence, après vous avez l'agriculteur, après vous avez le grossiste ou bien le conditionneur, celui qui va mettre toutes ces pièces-là tous ces produits dans son emballage. Et après, vous avez le transporteur. Et après, une fois arrivé à l'aéroport, vous allez avoir le transitaire qui va faire son travail. Et après, vous allez avoir la compagnie aérienne. Et il suffit qu'il y ait un seul de ces maillons qui fait défaut
pour que tout tombe à l'eau. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit à l'erreur parfois, et surtout pour les fruits et légumes, on travaille à flux tendu. Bon, il arrive parfois qu'on ait certains problèmes qui sont indépendants de notre volonté, et on est obligé de gérer avec. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, hein, s'il va la vie. Mais je constate que depuis que l'Algérie a décidé d'exporter, on a tendance à remarquer de plus en plus de problèmes qui viennent et qui ne sont pas propres au secteur de transport algérien. C'est-à-dire que ça vient de l'étranger, c'est de bonne guerre, hein, c'est comme ça se fait dans tous les pays du monde. Mais bon, il s'agit de se placer aujourd'hui. La semaine passée, on a, juste pour vous prendre une petite anecdote, il y avait une trentaine de containers qui ont été mis au port d'Alger. Et comme par hasard, les containers pour l'importation, ils ont bien voulu les descendre du bateau, mais les containers pour l'exportation, ils ont trouvé une excuse bidon et ils ont laissé les containers sur la rade. Et après, il a fallu payer 60 000 dinars de taxes supplémentaires pour qu'ils puissent partir sur le bateau prochain. Ça, c'est des. Mais à qui revient la faute? Est-ce qu'il n'y a pas des contrats qui lient à qui revient la faute? Oui. En fin de compte, ces contrats, ces gens-là, les propriétaires de ces compagnies ont une batterie d'avocats. Donc ils savent. Alors il faut savoir se défendre aujourd'hui. Exactement. Et établir des contrats. Exactement, parce qu'on entre dans la mondialisation. À partir du moment où on entre dans la mondialisation, c'est l'OMC qui va gérer tout ça. C'est les grands organismes et eux ils profitent en fin de compte de la moindre faille, de la petite ligne qui est tout en bas pour pouvoir créer, obtenir en fin de compte ce qu'ils veulent. Donc c'est à nous de nous adapter. Des leçons pour nous. Exactement, c'est à nous de nous adapter, premièrement en ayant notre propre flotte et deuxièmement en ayant des contrats blindés. Oui. Alors on va encore en discuter, mais avant on va parler de cette problématique qui est le foncier aujourd'hui agricole, qui pose un véritable problème et qui est aussi une des priorités des pouvoirs publics. Ça a été annoncé d'ailleurs il y a quelques jours. Je vous propose de revenir sur ce problème avec Amel Bouarba et de revenir juste après pour terminer le débat. 2023 se veut l'année de l'assainissement du foncier agricole. Fini les chiffres approximatifs qui ont entraîné un manque de visibilité du secteur et des résultats en deçà des attentes et des potentialités. Désormais, rien ne devra être laissé au hasard et pour disposer de données fiables et de cartographie, l'État met le paquet en lançant plusieurs opérations de nature à sortir de l'ornière ce secteur stratégique. À commencer par le lancement du 3e recensement général des terres à partir d'octobre prochain avec un budget de près de 800 millions de dinars. Cette opération qui intervient 22 ans après le 2e recensement national de 2001 permettra de mettre à jour les statistiques agricoles et d'attirer les investisseurs. Le recensement des terres par vocation, c'est très important, mais il y a aussi le fait de supprimer le problème du foncier. En Algérie, il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont indécis. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas officiellement gestionnaires ou propriétaires de la terre qu'ils ont. Il faut qu'il y ait une loi qui éclaircit facilement, qui éclaire la situation de chaque agriculteur qui a une terre de l'État pour qu'il la travaille objectivement, pour qu'il puisse investir à moyen ou long terme. On assainit le foncier et on rentabilise les cultures en fonction de leur spécialité, de leur vocation, et bien automatiquement, ça va contribuer à la production de l'Algérie et renforcer l'autosuffisance alimentaire. L'un des défis majeurs, augmenter les surfaces cultivables et rentabiliser les terres en jachère. Le seul moyen, c'est d'appliquer tout ce qui est moderne dans notre agriculture, ce qu'on appelle le smart agriculture, qui commence déjà par la numérisation du domaine de l'agriculture, premièrement. Deuxièmement, il faut appliquer les techniques modernes de l'agriculture qui sont représentées par l'itinéraire technique. Supprimer les 40% de terres utilisées pour la jachère, c'est très important parce qu'actuellement, on réserve pratiquement 40% de nos terres cultivables de la SAU pour la jachère. Face au stress hydrique, le Grand Sud, riche de la plus grande nappe d'eau souterraine au monde, est un pôle agricole par excellence qui offre un grand potentiel pour développer la filière céréalière. De quoi permettre à l'Algérie d'augmenter sa production et d'atteindre une autosuffisance afin de s'affranchir des importations. Et voilà, on revient donc sur le plateau, assainir ces terres agricoles et régulariser aussi la situation de certains agriculteurs. Nous avons aujourd'hui la surface agricole utile est de 8 400 000 hectares ou 500 000 hectares. 8,6 millions. Sur 32 millions, on est loin aujourd'hui de couvrir toute la superficie disponible. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Qu'est-ce qui nous manque?
Justement, par rapport à l'extension des surfaces, donc la décision a été prise d'aller s'orienter vers l'agriculture sahélienne. C'est pour ça qu'on a créé un office chargé c'est-à-dire de l'attribution des terres au niveau du sud. Donc c'est vrai que le rythme de distribution était un peu lent au début, donc 2021, parce que c'était la première expérience pour nous, donc on a tiré des leçons aussi. En 2022, il y avait instruction du Monsieur le Président d'accélérer un petit peu l'attribution des terres, surtout au sud du pays. Donc nous avons distribué à la fin 2022 une surface de 97 000 hectares et cette semaine nous avons mis au sud, oui. Et cette semaine nous avons mis en place sur la plateforme de l'audace le troisième portefeuille qui est d'ordre de 220 000 hectares, plus de 220 000 hectares répartis sur plusieurs wilayas, et nous continuons c'est-à-dire avec ce rythme. Donc d'ici la fin de l'année, on va y avoir le quatrième portefeuille. Donc l'objectif, c'est d'atteindre 500 000 hectares irrigués au sud à l'horizon 2025 et 1 million d'hectares à l'horizon 2030. Donc 80% de ces surfaces doivent être orientées vers la céréaliculture et en rotation céréaliculture industrielle. Si on va exploiter 1 million d'hectares en céréaliculture, c'est-à-dire 80%, c'est 800 000 hectares. Donc on peut couvrir nos besoins en céréaliculture et une grande partie des cultures industrielles, notamment il y a le tournesol, ou les cultures, c'est-à-dire les oléagineux, ou même le maïs aussi. Oui. Donc ils rentrent en rotation avec le blé. Donc on peut, c'est-à-dire avoir deux productions sur l'année dans le sud, c'est-à-dire on peut produire le blé. Alors on sait qu'on peut produire aussi beaucoup de choses. Est-ce que les mécanismes aujourd'hui existent? Est-ce que cela nous permet d'aller vers ça dans le futur proche? Quelle est la problématique sur ce foncier aujourd'hui, comme je le disais, qui est sous-exploité? Le foncier, c'est l'un des moyens d'assurer la consolidation de la pérennité des exploitations agricoles. Oui. Donc le problème du foncier en Algérie, c'est un problème très 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 loin, qui remonte à l'indépendance. Et je pense qu'à chaque fois, on parle uniquement des terres privées de l'État et on oublie les terres privées. Si on veut résoudre le problème, c'est un tout. On a à peu près 5 ou 6 millions parmi les 4 millions et demi d'hectares, c'est des terres privées. Donc notre problème en Algérie, on n'a pas un marché du foncier. Il n'y a pas un marché du foncier en Algérie. Libérer le marché pour la concession, il faut que la concession soit fluide. Les gens qui ont de l'argent, qui ont de la technicité peuvent acquérir dans l'avenir, qui peuvent acquérir la concession, qui peuvent se vendre entre professionnels. On ne va pas vendre la terre reste propriété de l'État, oui. Mais on peut vendre c'est l'un des problèmes. Aussi pour le prix des terres privées. Il y avait le principe de la terre revient à celui qui la cultive. Hein. Bien sûr. Et aussi pour le privé, on n'a pas un marché. Vous pouvez avoir un crédit pour acheter une maison, mais pour acheter les quotes-parts des héritiers, alors que c'est plus rassurant, on ne peut pas avoir un crédit. Il n'y a pas le crédit foncier. Et donc, si on veut régler vraiment le problème du foncier, il faut créer le marché. Et si on ne règle pas le problème du marché, on ne va pas lever le problème économique, le défi économique. Parce qu'en agriculture, actuellement, le problème majeur, c'est le défi économique. Le défi économique, bien sûr, avec un développement durable, qui respecte le social, qui respecte la nature. J'allais en venir à quelle sorte d'agriculture on veut donc le défi économique, c'est d'augmenter la productivité. Comment augmenter la productivité? Il y a des conditions. Parmi elles, aujourd'hui, il s'agit de régulariser ce foncier pour rester sur cette question. Améliorer les performances dans la production végétale, production animale, par la technicité, par il y a un archaïsme aujourd'hui dans l'agriculture. La formation et la transférer aux agriculteurs. Parce que c'est eux l'axe principal du développement agricole. Actuellement, il n'y a plus de formation en termes de techniciens supérieurs en Algérie. On ne forme plus de techniciens. Revenir à la formation. Bien sûr, revenir sur la formation, c'est primordial. La formation, la ressource humaine. On est en train de créer des exploitations, certes, c'est très bien. Dans le sud, c'est très très bien. Mais on n'a pas mis en place
les mesures d'accompagnement et surtout les mesures, tout ce qui est... Pour qu'il y ait une plus-value aussi, pour qu'il ne se soit pas à perte égale. Surtout la ressource humaine, la formation, les gestionnaires. On ne forme plus les chefs d'exploitation. Oui. Ça reste familial. Bien sûr, familial. Devenir un chef d'exploitation, c'est par héritage. Oui. Et donc, si on forme pas les chefs d'exploitation, on ne peut pas parler d'une agriculture moderne qui respecte la nature, qui respecte la biodiversité. Oui. Et aussi, tout ça, c'est des formations. On va former des gens à l'étranger. C'est associé aujourd'hui l'enseignement supérieur, dans la les science. pays modernes, pour devenir agriculteur, il faut avoir une formation au moins de 2 ans. Oui. Et donc, la formation, elle est primordiale. C'est un axe très important dans notre agriculture, dans l'avenir de notre agriculture. Même pour l'aspect de l'itinéraire technique. Bien sûr, tout ça. Et tout ça, on ne peut pas actuellement se baser sur l'ancien système. L'administration ne peut plus assurer tout ça. Oui. Et on a vu, c'est à travers les professionnels, à travers les organismes professionnels qu'on peut aller vers une agriculture vraiment professionnelle et s'il y a même pour tout à l'heure notre ami il a parlé de contractualisation de notre agriculture, il faut former les gens. C'est ce qui manque aujourd'hui, la formation, pour revenir à ce mode de gestion un peu dépassé et avoir une agriculture plus moderne. Actuellement, on va essayer de se dire les choses d'une manière franche. C'est que on a toujours eu une certaine appréhension de ce qui vient de l'étranger. Voilà. Et tous les pays du monde font appel à leurs voisins pour pouvoir effectuer une mise à jour. Moi, j'ai aucun problème à vouloir... Faire appel à des investisseurs, des partenariats. Faire appel à des investisseurs, faire appel à la dernière technologie, même si elle se trouve au Japon, on la ramène. Un transfert de savoir-faire, un transfert de technologie, un transfert de compétences. Et quand vous prenez... je n'ai aucun complexe à appeler des gens qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée, de l'autre bout du monde, et qui viennent, on les paye pour une formation, pour une mise à niveau de nos techniciens ou bien des gens du terrain. Formation en général, quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, il s'agit d'appliquer les dernières technicités. Bien sûr. Mais moi, je parle en fin de compte pour la partie exportation parce que on est en train... Ça doit répondre à certaines normes. Exactement. Pour être honnête avec vous, on est en train d'apprendre sur le terrain. Et comment est-ce qu'on apprend sur le terrain? On apprend de nos erreurs. Donc, pour pouvoir pallier à tout ça... C'est une perte de temps. Oui. Exactement. Et je pense que les formations, on a besoin de formation, d'enseignement agricole et d'enseignement de formation agricole. Créer des filières spécialement pour ça, et puis même au sud. Donc, si on veut vraiment aller vers une agriculture moderne, l'agriculture moderne, il y a l'intensif, il y a l'extensif, il y a l'élevage, il y a dans tout ça, il y a même la valorisation de nos richesses, la valorisation d'une agriculture de qualité. On a besoin de labellisation si on veut vraiment aller vers une valorisation d'une agriculture de niche, par exemple. On a des produits de qualité là à travers toute l'Algérie. Si on n'a pas une véritable formation adéquate sur la labellisation, sur la certification, dans tout ça, comment voulez-vous à l'international? Bien sûr, comment on va se placer, même ici, il faut qu'on crée aussi le marché de la qualité. La labellisation, je le disais. Bien sûr, l'Algérien, le consommateur algérien, il a le droit de manger qualité aussi. Et aussi de faire le choix, de savoir ce qu'il mange. Bien sûr. Il nous manque cette labellisation. Et je rebondis en fin de compte sur l'aspect formation. C'est-à-dire qu'on doit être au diapason de ce qui se fait à l'étranger. Pourquoi? Parce que quand je vous prends par exemple des fruits ou des légumes, ils doivent être calibrés. On n'a pas de calibrage. Ils doivent être. On n'a pas de calibrage, on a le goût. On a le sur ça. Mais on a besoin, par exemple, il faut que ça soit un réflexe. C'est-à-dire que sur l'étiquetage, je dois avoir en fin de compte la variété et le calibrage. En fin de compte, c'est comme en Italie. Si vous allez en Italie, sur les boîtes, vous avez le calibrage, la variété, donc ils sont automatiquement formés à l'export. J'ai besoin de tel produit. C'est des petites exploitations, comme disait M. Hambli. Elles sont toutes petites en Italie, mais en Algérie aussi, elles sont petites. Donc on doit le modèle en fin de compte économique qui se rapproche
Concernant ça, c'est les petites entreprises algériennes et italiennes, c'est à peu près la même PME. chose. Voilà, c'est des petites PME. Et ces PME-là, on doit apprendre de ce partenaire-là qui est de l'autre côté de la Méditerranée. Pourquoi ? Parce que il a un certain savoir-faire, il a une certaine expérience. En agroalimentaire, ils sont pratiquement imbattables. Les pâtes italiennes, on les retrouve. On les cite souvent en exemple pour l'Algérie, on cite souvent l'exemple italien. Exactement. Et nous, on doit faire la même chose avec nos produits, c'est-à-dire avec nos dattes, avec nos miels, avec nos oranges. Et vous savez que les oranges, les variétés d'oranges Thompson qui existent en Algérie, c'était, je ne veux pas vous raconter l'histoire de l'orange parce que tout le monde la connaît, mais ces variétés-là, elles ont disparu de l'autre côté de la Méditerranée. Donc c'est une valeur ajoutée et c'est quelque chose de positif qu'on peut présenter à nos clients à l'étranger. Il faut tirer profit, je donne la parole à M. Tria qui voulait intervenir, il faut tirer profit aujourd'hui de ce que nous avons. Oui, bien sûr. Il faut savoir le valoriser. Justement, c'est dans ce cadre, je prends par exemple tout ce qui est infrastructure et base logistique à l'exportation. Nous travaillons sur un programme d'urgence pour réaliser, il est en cours le projet, pour réaliser plus de 30 entrepôts frigorifiques avec des bases plus, on a 14 plateformes logistiques au sud, c'est-à-dire dans les villages du sud, et 5 bases logistiques, vraiment avec des centres de tri, de conditionnement, de normes internationales. C'est le groupe Agrolog donc, qui est en train de réaliser ce projet. En plus des 30 entrepôts déjà hérités des anciennes entreprises dissoutes, je prends le NAPSA, la COPSEL et tout, qui ont fait l'objet d'une réhabilitation. Donc ces plateformes avec une capacité de plus de 350 000 mètres cubes. Donc par rapport à la labellisation, nous avons mis un mécanisme de certification et de la labellisation. Nous avons mis une charte de qualité, c'est-à-dire nous avons travaillé sur la mise en niveau des labos qui se trouvent au niveau des instituts techniques. C'est vrai, on n'a pas encore un organisme de certification et de la labellisation. Dans la phase transitoire, nous avons, c'est-à-dire adopté que c'est des... Mais ça nous freine aujourd'hui, ça nous retarde. Dans la phase transitoire, c'est des instituts techniques à travers les labos qui se trouvent, c'est-à-dire nous avons accrédité, nous travaillons sur l'accréditation de ces labos en étroite collaboration avec Algirac et l'Institut national de normalisation. Donc, pour aller vers, c'est-à-dire la labellisation et tout. Donc, même la labellisation, Degletnor aujourd'hui, il est labellisé, la figue de Bni Maouch aussi, il y a le fromage Bouhaza aussi. Donc, le problème que je trouve, c'est au niveau de terrain, c'est que ça demande de l'organisation pour faciliter, c'est-à-dire la mise en œuvre de... À quand cette organisation aujourd'hui? On en parle souvent sur nos plateaux. Par rapport à la labellisation, il y a juste puisque vous êtes en face de moi, je vais me permettre de vous faire une doléance, c'est que là, on trouve beaucoup de produits estampillés bio. Le bio, ça a un prix. Le bio, ça a un coût. Pourquoi j'arrête pas de chercher comment faire pour pouvoir avoir estampillé les produits algériens bio. Maintenant, en fin de compte, tout le monde peut se permettre de marquer bio sur son étiquetage. Moi, j'aimerais bien qu'on ait une certification bio algérienne. Et ça, j'aimerais bien, honnêtement. Justement. Mais j'aimerais bien que vous puissiez m'expliquer comment faire parce que... Est-ce que nous avons des productions bio? On a une production bio. On a une production, mais sans certification. Pour la labellisation, on a deux certificats de labellisation. Indication géographique. Donc reste un grand travail, un grand chantier pour créer le marché du bio. Donc si on veut parler, quelle est la meilleure... Il faudra résumer, il nous reste quelques minutes pour clore. Oui. Quelle est notre vision pour notre agriculture? Il faut avoir une vision intelligente. Dans le Nord, on peut... Parce qu'il y a une orientation vers le Grand Sud avec des grandes exploitations, la disponibilité de l'eau, les terres. Donc on peut aller vers une exploitation avec 500 000 à 1 million d'hectares en irrigués. On peut aller vers l'autosuffisance en termes de céréales, en termes d'aliments de bétail. Et aussi. Mais le Nord, il faut régler le problème du foncier. Il faut être... Même les surfaces, c'est pas un entrave. Les petites surfaces, c'est pas un entrave. Il faut orienter ces terres-là vers une agriculture de qualité, vers la certification, vers la labellisation, la valorisation de notre production. Et aussi, il faut travailler avec les instituts. Redynamiser le rôle des instituts techniques parce qu'on ne peut pas aller vers une autosuffisance. On ne peut pas assurer notre sécurité alimentaire si on n'a pas de la recherche. Il n'y a pas de l'innovation.
parce que les défis de l'avenir, c'est les changements climatiques. C'est les pénuries de l'eau. Donc c'est tout ça, ça nécessite des recherches, la création de variétales, de nouvelles variétés résistantes aux sécheresses, aux maladies, tout ça. Donc c'est tout un concept. C'est toute une réorganisation du secteur qui est nécessaire qu'il faut mettre en œuvre. Et quel est le premier acteur de ce secteur-là? C'est le professionnel. Oui. Il faut le sécuriser. Aujourd'hui, il faut le protéger, professionnaliser la filière, protéger son revenu. Et je pense que c'est l'essentiel. Alors on va faire un petit dernier tour de table pour clore. Aujourd'hui, vous parliez de la nécessité d'introduire la science aujourd'hui dans les semences. On a les banques de semences, la banque des gènes qui doit être inaugurée le 5 juillet prochain. C'est important aujourd'hui de protéger aujourd'hui. Bien sûr, on a besoin de protéger nos variétés. On a besoin de protéger nos variétés, on a besoin de protéger nos ressources. Ça veut dire que c'est là où il faut une agriculture intelligente. À savoir qu'il faut arrêter de... il faut faire entrer la technologie au niveau dans la maison de l'agriculteur. L'agriculteur, il n'a plus besoin d'être sur son exploitation. Maintenant, avec son téléphone portable, il gère tout. C'est ce qui est dénoncé aujourd'hui, un peu l'archaïsme. Voilà, il y a des drones, il y a la semence dont on dispose. Elle a une grande valeur. Pourquoi ? Parce que maintenant, avec la sécheresse, avec les modifications climatiques et tout ça, les pays européens, les pays du Nord, comme entre guillemets, ils ont besoin de notre semence. Ils ont besoin. Donc tout ça, c'est un patrimoine à préserver et il faut savoir utiliser l'eau à bon escient parce que sinon, dans trouver des semences plus résistantes aussi et savoir y orienter. Le dernier mot vous revient, Monsieur Tria. Par rapport aujourd'hui à cette importance de réorganiser toute la filière du secteur agricole, en commençant par les semences jusqu'à l'exportation. Tout ce qui est procédure, nous avons administrative, nous avons facilité par exemple la création des coopératives, facilité c'est-à-dire la création aussi des conseils. Est-ce qu'on arrive à faire adhérer les agriculteurs par exemple? Justement, il faut aussi des mesures qui puissent les convaincre et qui puissent les attirer. Ce que disait, il n'y a pas de crédit, il n'y a pas les mesures accompagnatrices aujourd'hui qui sont nécessaires. Nous avons même mis en place des mesures incitatives pour encourager les agriculteurs à s'organiser en coopérative. Ça va nous permettre aussi d'avoir plus de visibilité et aussi la traçabilité du produit. Voilà. On peut mettre directement facilement un programme de contractualisation avec des coopératives, même pour la régulation et pour l'exportation aussi. Terminal le recensement aussi nécessaire, dont on n'a pas parlé. Je crois qu'on pourrait en parler pendant des heures du secteur agricole. On a en tout cas ciblé les grandes priorités aujourd'hui, revoir le mode de gestion et professionnaliser la filière agricole aujourd'hui qui est essentielle. Merci messieurs d'avoir participé à ce débat. On va passer à notre seconde thématique. Je vous le disais en début, le plan blanc, le plan de restauration et de rénovation des constructions anciennes du vieux bâti. Il existe depuis 2015-2016. On va me rectifier tout de suite. Nos invités sont là. Je vous propose de regarder d'abord ce reportage avec Yannis Saïd Belkacem et on revient juste après. On est très content qu'on prenne soin des monuments pour qu'on puisse connaître notre histoire. Moi, je suis impressionnée. Impressionnée, cela n'est rien de le dire. Alger fait sa mue et elle n'en est qu'à sa première phase d'embellissement. Ici à la citadelle de la Casbah d'Alger, bien que le nouveau visage n'a pas encore été dévoilé, d'importants édifices ont été restaurés. C'est le cas ici au complexe du mausolée de Sidi Abdelrahman qui a été achevé le 23 février dernier. D'autres travaux sont en cours. Le circuit touristique de ce site millénaire fait également son lifting. Il entend offrir à Alger la Blanche plus d'atouts. Cette maquette nous donne une idée de ce qu'il pourrait être.
Le palais de Deuil, on est à 65%. Dans 12 à 15 mois, on va terminer les travaux de restauration. Idem pour le palais des Bey. On est à 70%. Tout ce qui est comportement sont achevés. Maintenant, on est passé à la phase la plus délicate, c'est la phase de restauration des éléments architectoniques au niveau de ces bâtiments. L'enveloppe globale sur le budget d'État qui avoisine les 24 milliards de dinars, c'était une opération inscrite sur le budget d'État en 2013, transférée à la Wilaya en fin 2016. À travers le plan blanc, la Wilaya d'Alger ambitionne de créer un paysage urbain homogène de son vieux bâti et artères emblématiques des 7 communes concernées. Un nouveau programme a été initié par la Wilaya d'Alger qui va toucher 838 immeubles qui représentent 11 000 logements et qui est réparti sur 7 communes. Initialement, les actions de réhabilitation vont toucher sur beaucoup plus la partie structurelle, ainsi que le traitement des parties communes, à savoir les façades, les cages d'escalier, ainsi que les terrasses, pour objectif de donner plus de vie à ces immeubles et de préserver le tissu urbain de la ville d'Alger. Depuis 2 ans, de nombreux bâtiments ont retrouvé leur jeunesse, tout en préservant leur cachet, en attendant d'autres projets. Cette opération a débuté par les grands boulevards pour aller progressivement vers les axes secondaires et tertiaires. Il y a une opération à destination des cités et des grands ensembles, donc qui est toujours en cours. Il y a donc un nouveau programme qui est arrêté pour 2023. L'opération depuis son démarrage en 2014, la réhabilitation de 7400 logements pour un parc immobilier de près de 88 000 logements. Donc au niveau de l'hypercentre, il a été procédé donc à la réhabilitation de 1400 immeubles, totalisant 18 400 logements. Une opération de grande envergure qui a pour objectif de mettre en valeur le patrimoine culturel et architectural de la capitale et la hisser au rang des grandes villes méditerranéennes. C'est un peu le mot qui revient. Alger qui fait peau neuve et l'a hissé donc au rang des autres capitales méditerranéennes. Donc de grands efforts sont déployés pour améliorer le cadre de vie dans la capitale, moderniser les infrastructures et réhabiliter son patrimoine culturel ancestral, en particulier la Casbah. On va en parler bien sûr avec nos invités. Nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Monsieur Habib Hajla. Oui. Bonsoir. Vous êtes chargé du relogement et de la réhabilitation du vieux bâti à la Wilaya d'Alger. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous avons également avec nous Monsieur Saïd Glel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de la restauration de la Casbah d'Alger à la Wilaya. Merci d'Alger, bien sûr. Merci d'avoir accepté également notre invitation. Merci. Alors le plan blanc, c'est un peu une continuité depuis 2015, comme je le disais. Oui. Mais il y a peut-être une nouvelle vision sur le plan de réaménagement. On va en parler plus en détail. Alors aujourd'hui, on poursuit. Où est-ce qu'on en est, au niveau de l'avancement des travaux? Bon. Il y a eu une première phase. Bon, la première phase a été achevée. Maintenant, on est à la deuxième phase. Qui a concerné les premiers quartiers des Douches Mourad. J'aimerais bien revenir comment il est venu l'idée de réhabiliter. Donc, je fais une rétrospective sur ce qui a été fait depuis 2015. Ça, c'est une volonté du pouvoir public de sauver ce patrimoine. Ce qu'on entend par le vieux bâti de l'hypercentre d'Alger, c'est tous ces immeubles qui ont été érigés pendant la moitié du 19e siècle jusqu'à la moitié du 20e siècle. C'est allant sur une période, ce qui a été construit pendant un siècle. Aujourd'hui, ces immeubles ont marqué des signes de vétusté, c'est un siècle et demi. Certains menacés de s'effondrer. Voilà. Et ils étaient exposés aux aléas climatiques et vous savez bien que Alger est sur une zone sismique et les catastrophes naturelles, notamment celui du séisme de 2003. Il y a eu d'autres, mais celui de 2003, il a vraiment ébranlé. Aussi, ces immeubles sont devenus vulnérables parce que il y a les extensions anarchiques des occupants, il faut le dire. Aussi, il y a les surcharges d'exploitation. Tout ça a rendu ces immeubles très vulnérables, où les signes de vétusté, certains immeubles sont déjà classés IMR. IMR, cela veut dire que immeuble menaçant ruine. Il y en a combien? Bon, le chiffre il ne cesse d'augmenter, d'évoluer, parce que les signes de vétusté sont vraiment, on est à un niveau
On ne dit pas avancé, mais quand même conséquent. Donc, le dernier travail qui a été fait, le travail qui a été fait par les services de contrôle technique, en 2018, il y avait 748 immeubles classés IMR. Voilà. Donc, pour les préserver, c'est préserver un patrimoine. Oui, un patrimoine notre patrimoine matériel. D'une valeur architecturale, historique, esthétique. Aussi, au-delà de préserver le patrimoine, cette pierre, il y a une autre, oui, mais il y a une autre dimension. Oui. La dimension, c'est que quand un immeuble est déclaré IMR, parfois on n'a pas le choix. Et avec tristesse, il faut prendre la décision de reloger les gens et de démolir. Démolir, cela veut dire, c'est toute une mémoire d'un quartier qui va disparaître, et aussi la délocalisation de certains commerces. Vous savez que certains commerces d'Alger, ils ont des rayons d'influence au-delà d'Alger. C'est pratiquement parfois des commerces de 300, un rayon de 300 km, des gens qui viennent de Médéa, des autres wilayas. À titre d'exemple, des médecins, des cardiologues célèbres, des activités comme des opticiens, des restaurants et tout ça. Les boulangers, les pâtisseries, voilà, très ils connus. Ils ont une notoriété et tout ça. Dans la capitale. Et ce qui fait l'attractivité d'une capitale. S'il n'y a pas ces commerces, il n'y a pas de capitale. On sent toutes les perturbations finalement que cela peut engendrer. Un exemple, un quartier, je cite un quartier qui est vraiment, c'est Belouizdad, tout ça, là où il y a eu beaucoup de démolitions et tout ça. Le quartier a perdu mémoire parce que chacun de nous, même si les jeunes quittent le quartier, il y a le vendredi, je passe prendre le café chez Filan. Il y a l'aspect social, culturel aujourd'hui aussi. Donc derrière tout ça vient préserver et garder la mémoire, la trame de la vie. Est-ce qu'on veut sauvegarder aujourd'hui un peu la mémoire, la trame de cette ville? Je vous donne la parole. Tout ce qui a été, il y a une volonté. Il y a une volonté parce qu'il s'agit de repenser après. Est-ce qu'on reconstruit? Qu'est-ce qu'on fait de ces espaces? C'est difficile de prendre des décisions. Oui, c'est difficile. La prise de décision de démolir, c'est les autorités, la wilaya, c'est... Pour prendre la décision de démolir, on a fait tout pour le sauvegarder, pour le restaurer, mais quand il est déclaré IMR, le coût de réhabilitation est très coûteux. Parce que il y a des choix à faire. Parce que quand on a mis le premier programme, c'était d'abord d'aborder un travail sur les axes structurants. Les axes structurants d'Alger, c'est les avenues, les grands boulevards emblématiques. Ils sont au nombre de 7. On prend la rue L'Arbi ibn Hidi, on prend Asla Hussein, on prend Zéhoud Youssef, Colonel Amiroche, ce qui a été pris en charge. Le boulevard Mohamed V, on revient sur Krim Belkacem et Didou Chmoura. C'est ça les boulevards, les grands acteurs qui structurent la ville. Le travail a été fait. C'est des travaux parfois très lourds. Il ne s'agit pas de... Ça avait nécessité, c'est l'enveloppe de 50 milliards de dinars. 50 milliards. Bon, 50 milliards, il l'englobe aussi, parce que dans le cadre de la cohésion sociale, la réhabilitation s'est déplacée vers aussi les cités, les grands ensembles. Ce n'est pas une réhabilitation, mais c'est une mise à niveau. Mais au niveau de l'hypercentre, c'est la réhabilitation. La réhabilitation, parfois, quand on fait un diagnostic de CTC, quand il classe un immeuble en orange 2, 3, 4, à partir de 4, ça devient un peu difficile la réhabilitation, et un rouge, c'est encore pire. Monsieur Sadla, c'est un peu ce qui se passe aussi au niveau de la Casbah. On sent toute cette douleur que vous avez à parler d'une démolition ou de devoir aller vers cet acte d'un patrimoine matériel historique. C'est toujours difficile. Aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire avec la Casbah, de préserver déjà ce qu'il y a à préserver, parce que beaucoup aussi sont en état de vulnérabilité avancée ou pas. En fait, au niveau de la Casbah, on ne parle pas de démolition. Même si c'est une bâtisse classée rouge et IMR, on ne permet pas la démolition. On agit dans un secteur sauvegardé, préservé, qui est régi en secteur sauvegardé depuis 2005, qui a son plan permanent de sauvegarde. Conformément à la loi, on ne fait pas de démolition. Certes, il y a les opérations de relogement, on reloge les familles et on ferme les bâtisses. Là, c'est une... Même quand la bâtisse est vraiment dans un état de vulnérabilité avancée, on ne procède pas à la démolition. On arrive à réhabiliter? Oui, on arrive
va restaurer, on parle de restauration parce que c'est pas le même système constructif. Le système constructif de l'hypercentre en poteau-poutre, là, une fois que la structure est touchée, on ne peut pas y remédier. Par contre, à la Casbah, c'est le système traditionnel. Donc, il y a cette méthode. On étaye, coudre, découdre et tout ça, on récupère. Ça coûte cher, très cher même. Je donne à titre indicatif le coût de restauration d'une bâtisse, le coût au mètre carré rapporté au mètre carré, ça varie de 150 000 à 200 000 dinars le mètre carré. Et là, c'est trop lourd. Et qui c'est qui prend ça en charge? C'est la wilaya, c'est les pouvoirs publics aujourd'hui? Là, il y a un programme. Un programme suite à l'adoption par décret exécutif du plan permanent de sauvegarde en 2012, les autorités d'État ont dégagé une première enveloppe financière de 24 milliards de dinars pour la mise en œuvre du plan permanent de sauvegarde. Cette opération a été transférée à la wilaya d'Alger à la fin de 2016. Le ministère de la Culture auparavant. Oui, avant c'était le ministère de la Culture et la décision a été prise en fin 2016 pour que la wilaya d'Alger soit le maître d'ouvrage. La mise en œuvre de ce plan est exécutée par rapport à un plan d'exécution, un plan d'attaque, qu'on a appelé ça un plan d'attaque, qui concerne un certain nombre de biens d'impact au niveau de la Casbah, notamment la restauration de 7 palais, 5 mosquées, 9 maisons historiques et un certain nombre de bâtisses bien privées. On a vu, la poudrière a été achevée, ouverte au public. Pour le palais du Dey et des Bey, c'est en cours. C'est en cours avec des entreprises algériennes et des Nous maîtrisons la technique aujourd'hui de la restauration. On maîtrise actuellement. On maîtrise. En fait, on a une centaine, dans les 124 architectes qualifiés, conformément au décret exécutif de 2003, qualifiés parmi les services du ministère de la Culture, qui suivent ces travaux. Et on a un certain nombre d'entreprises qui commencent à avoir cette maîtrise de restauration. Voilà. Se spécialisent carrément dans ce domaine-là. Oui, se spécialisent. En matière des opérations terminées, on a terminé notamment la poudrière, la mosquée, la nouvelle mosquée du Dey au niveau de la citadelle. Une maison historique au niveau de l'impasse Lavoisier, c'est une maison qui a abrité la bataille d'Alger. Les Moudjahidines et les Chouhada se cachaient là-bas. Même les caches, les anciens caches, on les a restaurés. Et le dernier projet qu'on vient de terminer, on l'a ouvert le 23 février à l'occasion de la journée de la Casbah, le complexe des mausolées de Sidi Abdelrahman. Là, d'autres projets sont en cours, notamment le palais du Dey, le palais des Bey, le palais Hassan Pacha à la Basse-Casbah, qui se trouve juste à côté de la mosquée Kchawa. On va réceptionner dans quelques jours une maison historique qui est abritée, on appelle ça la maison Bachtarzi, qui était le lieu d'habitation de Bachtarzi et qui faisait des répétitions de théâtrales au niveau de cette bâtisse. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire Je vous avais posé la question en vous parlant cet après-midi. Qu'est-ce qu'on veut faire de la Casbah? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne parle pas de réhabilitation fragmentée, mais est-ce qu'il y a un projet d'ensemble, une cohésion Oui. Pour avoir en fait, nous, on agit en fonction du plan permanent de sauvegarde qui est approuvé en 2012. Les études de ce plan ont été entamées en l'an 2000 et achevées en 2010. Actuellement, à ce point, à ce jour, ce plan ne reflète plus la réalité. On est en train de faire des propositions en étroite collaboration avec les services du ministère de la Culture pour revoir ce plan. Plan de réaménagement. On prévoit un plan de réaménagement au sein de la Casbah, c'est ça? On prévoit. Vous avez vu tout à l'heure dans le vidéo. De très belles images. Voilà. Ça, c'est une étude qu'on a lancée par la wilaya. C'est une étude d'orientation, d'aménagement et de programmation sur les vides au niveau de la Casbah. Des parcelles vides, oui. Voilà. Donc on a identifié 10 pôles
des pôles ensemble, et on a fait des études, des APS, des avant-projets sommaires de 2 pôles, l'Elo Koudia, qui se trouve dans les hauteurs de la Casbah, à côté de l'hôpital Etidir, et l'îlot Sidi Ramadan, juste à côté de la mosquée Sidi Ramadan, l'une des plus anciennes mosquées d'Algérie. C'est des aménagements qu'on a prévus là-bas. Oui. On prévoit de nouvelles terrasses, on prévoit aussi, on veut rendre la Casbah plus touristique, plus ouverte aujourd'hui aux touristes, aux citoyens, plus dynamique. Donc les axes développés sont d'ordre culturel, touristique et d'artisanat. C'est les grands 4 axes à développer. Sauf que la problématique de fond de la Casbah, c'est la problématique juridique. Oui. Voilà. 75% des biens sont de propriété privée. Oui. Comment agir dessus? Comment agir? Sur les 75%, on a 40%. 40% de propriétaires non identifiés qui ne se sont pas manifestés. Ça suite au travail du cadastre qu'on a fait terminer en 2010. Est-ce qu'il y a possibilité que la wilaya récupère ses biens ou comment ça se passe? On est en train de faire des propositions et d'examiner ça avec les services du ministère de l'Intérieur pour proposer un texte conformément à la loi 9804, notamment ses articles 46 et 47, qui prévoit la déclaration d'utilité publique et l'expropriation, après négociation avec les propriétaires. Voilà. Oui. Ces textes qui sont en cours de... Pour revenir à ce qui se passe dans le vieux bâti, vous parliez tout à l'heure des grandes artères. Aujourd'hui, on s'immisce un peu plus vers les quartiers la populaires. Nouveauté, vous m'avez parlé de la nouveauté. C'est quoi? C'est d'abord le nouveau plan élaboré par la wilaya. Et c'est la poursuite des travaux. D'abord, achever ce qui a été déjà fait au niveau des grands axes et d'aller s'étaler, c'est pour l'achever, pour avoir cette homogénéité et de cohérence. Parce qu'aujourd'hui, on voit par exemple, si je prends un exemple de la rue d'Idouchou là, on voit des immeubles achevés, des immeubles non encore entamés, on a l'effet du contraste, c'est-à-dire des taches de huile. Il y a des chartes aussi adoptées, je pense. Il y a aussi des chartes adoptées pour, en termes de couleur, en termes de... Je reviens, bien sûr. Bon, Alger, c'est le blanc. Oui. Voilà. C'est la lumière, c'est une lumière assez un peu spéciale, celle d'Alger, il faut le dire. Voilà. Même la lumière d'Alger, même beaucoup d'artistes ont été émerveillés par cette lumière. Donc la blancheur, elle n'est pas venue comme ça. Donc le nouveau programme, c'est un programme triennal. C'est pour l'année 2023, 2024, 2025. Il a été déjà entamé parce que la plupart des études et des diagnostics, avant d'entamer l'étude, c'est le diagnostic qu'on ne connaît pas. Il est vétus, mais visuellement, on peut voir un immeuble qui se porte bien, mais quand on fait le diagnostic, quand on entame les travaux, on rencontre des surprises à l'intérieur. Donc, le nouveau programme, la nouveauté, c'est que c'est 838 logements. Il dépasse les axes emblématiques et il s'étale vers l'intérieur, c'est-à-dire vers d'autres quartiers, quartiers populaires, mais les quartiers d'Alger. Je prends l'exemple, pour revenir sur la Casbah, je prends l'exemple d'un axe, d'un cordon qui délimite le tissu colonial et le tissu Casbah, celui de la rue de Behcherif. La rue de Behcherif, elle circonscrit la Casbah, c'est les limites. On revient sur de Behcherif, on monte sur le boulevard de la Victoire et on revient sur la rampe l'université. Tous ces immeubles sont pris en charge. C'est au-delà des axes. Maintenant, les études sont pratiquement toutes lancées pour les 838 immeubles. C'est 17 axes. Il y a l'axe d'Orida Meddad déjà réalisé, mais la continuité c'est vers Ali Khouja et le Biar. Il y a le boulevard Bougara, il y a pas mal il y a Ben Aknoun, il y a pas mal c'est pour s'étaler sur tous les axes d'Alger. Voilà. On a l'enveloppe budgétaire que cela va nécessiter. On revient sur l'enveloppe budgétaire. Elle est estimée autour, pour le triennal, c'est 15,5 milliards de dinars. Sur ce sera un montage. La wilaya, elle a déjà mobilisé
comme disponibilité, c'est 4,9 milliards dinars sur le budget wilaya, avec bien sûr la participation des communes, la contribution des communes riches, il y a la contribution des communes. En plus de ça, la wilaya a sollicité sur le budget d'équipement de l'État une enveloppe de 9 milliards qui sera repartie sur 9 tranches. Voilà. Aujourd'hui, cela va offrir à la capitale plus d'atouts. Ces plans de restauration, de réhabilitation, ça va désenclaver aussi la Casbah. Oui. Et en plus de ce, c'est-à-dire vous m'avez parlé de le financement. Oui. Le financement, c'est qu'il y a eu autre chose aussi, la nouveauté aussi, c'est qu'il y a un envoi du Premier ministre adressé au ministre de l'Habitat. C'est pour constituer au niveau d'un groupe de travail composé de cadres pluridisciplinaires, la wilaya, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Finances, le ministère de l'Habitat, pour revoir le décret de l'année 2016, le numéro 1656, qui fixe les modalités d'intervention dans les tissus urbains. C'est-à-dire de porter une réflexion, de créer un mécanisme qui va permettre aux propriétaires de contribuer à cette réhabilitation. C'est-à-dire qu'ils participent Voilà, une sorte de participation. De participation financière. Financière, bien sûr. Justement, vous avez aussi affaire à des opérations de relogement. Lorsque vous réhabilitez, vous restaurez, aujourd'hui c'est pris en charge également par la wilaya. Le relogement, généralement, on fait la réhabilitation, les citoyens sont vraiment compréhensifs. L'expérience du passé, c'est qu'on arrive quand même à réhabiliter avec des occupants. Sauf certaines exceptions quand la réhabilitation devient lourde, quand on passe au confortement des structures, ou là, la reprise des planchers, totalement. Là, il y a une négociation avec les citoyens qui quittent pendant une période, ils louent. Et ils reviennent après les travaux. Et c'est là qu'on pense à une compensation financière, vu l'étendue des travaux aussi importants et occasionnés au niveau de la wilaya d'Alger. Un bien. Oui. Voilà. Et sur le long terme, j'imagine vous avez un délai de réalisation. Voilà. Vous êtes fixé des délais? C'est un triennal, 3 ans. Mais généralement, la réhabilitation, c'est pas comme une conception nouvelle, une nouvelle construction. On a des délais, 24 mois, 36 mois, et ils sont maîtrisables. Ça ne dépasse pas les 36 mois. Mais à l'intérieur de la restauration, il y a des surprises. Oui. Parfois, on va vers 10 mois et on tombe sur des problèmes structurants. Là, on est obligé de refaire le comportement, de refaire. Ça prend Parce plus que de la temps. réhabilitation, en sorte, c'est pas la peinture. C'est refaire les parties communes, les ascenseurs, les réseaux d'évacuation vannes, pluviales et usées, la reprise des planchers, l'étanchéité, les toitures. Et on est en face de nous, pas le béton armé. On est aussi sur un tissu ancien. C'est la pierre, c'est des escaliers en maçonnerie qui demandent une technicité. On boit des planchers voûtins avec des solives. Aujourd'hui de nos vieux bâtis, c'est ça. Quand on commence à faire un sondage, on trouve tous les solives touchés par la corrosion, tout ça. D'ailleurs, parmi les surprises, mauvaises surprises qu'on peut découvrir lors d'une réhabilitation, on peut aussi tomber sur des surprises d'un autre genre et retrouver des sites archéologiques ou là où il faut réagir autrement. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, je peux dire une chose, qu'il y a des architectes qui s'intéressent à ce vieux bâti, et de même presque comme la Casbah. Et aussi, il y a une main-d'œuvre qui commence à être spécialisée dans ces matériaux. Parce que ce n'est pas du béton, ce n'est pas de la brique, c'est du bois, c'est une charpente, c'est de la tuile. Il faut de la maîtrise. Alors vous êtes tombé déjà sur des sites. En fait, quand on fait une opération de restauration, ça se dit, c'est universel. On sait quand est-ce qu'on commence, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'on termine. Parce que c'est le cas de la poudrière, on a fixé un délai, l'entreprise a commencé à travailler, on s'est retrouvé, on a trouvé des vestiges, donc on était obligés de faire appel au CNR, au Centre national de recherche en archéologie. Ils ont fait des fouilles, ils nous ont donné des recommandations à réaliser.
Vous avez vu tout à l'heure dans le VTR qu'il y a des fenêtres archéologiques qu'on a laissées exprès parce que c'était des découvertes. Ça a un peu prolongé le délai et on a changé même la conception. Ça donne plus de valeur aussi au oui, site, puis ça peut lui conférer aussi un essor économique plus tard, lors de la finalisation des travaux. On est sur un autre projet au niveau de la place des Martyrs. C'est un complément architectural de la mosquée à Leptchin. Le projet a été entamé en 2017. En commençant à travailler, on a trouvé des vestiges. Donc, on a changé carrément le projet. Projet. Maintenant, les études sont approuvées. On vient de les terminer. On a lancé l'avis d'appel d'offres pour désigner l'entreprise réalisatrice. Donc, les vestiges qu'on a trouvés, c'est des vestiges avérés de l'époque romaine et de l'époque ottomane, sont mis en valeur avec des fenêtres archéologiques. Pour revenir un peu sur la Casbah, le plan de sauvegarde a été réalisé et fait comme étant une entité, sans prendre en considération les parties communes. C'est pour ça qu'on demande que ça soit revu, remis à l'ordre du jour. Voilà. Okay. Et les projets qu'on a lancés, les projets d'orientation, d'aménagement, de programmation sur les vides et les dépôts qu'on a fait ressortir, c'est des projets qui vont assurer une liaison entre l'ancienne ville, le tissu ancien, la Médina, et la ville. Une connexion entre la ville moderne et l'ancienne. C'est une continuité. Une soudure. Une soudure. Une soudure, parce que c'est vrai, il a raison que la Casbah comme entité, cette synergie, elle est isolée par rapport à la ville. Pour ça, je parlais de désenclaver la Casbah. Comment faire si ça réussit? C'est de ne pas laisser la Casbah isolée, mais c'est ce qu'on appelle l'accessibilité. L'accessibilité, c'est de trouver une soudure entre la Casbah et entre l'ancienne ville, et ce sera une seule ville, schéma de cohérence, une cohérence. En fait, la Casbah, tout le monde parle de la Casbah, tout le monde, mais on ne la voit pas. On ne la voit pas quand on arrive à la Casbah, mis à part la vue par mer, sinon on n'a pas une vue globale de la Casbah. Donc on est obligé de penser cette liaison directe avec la ville. Aussi, sur le bâti à la Casbah, c'est problématique. Et sur le 1816, bien bâti, déclaré au niveau par le plan permanent de sauvegarde, en 2020, c'était une problématique de la wilaya. Donc, on a engagé le CTC qui a expertisé 1447 bâtisses. On est à 80% de bâtisses classées entre niveau 5 extrême et niveau 4 sévère. Extrême vulnérabilité quand même. C'est pratiquement 80%. On est à 1189 bâtisses qui nécessitent prise en charge. Certes, les opérations de relogement ont pris en charge un certain nombre les bâtisses qui étaient vraiment à l'extrême. Maintenant, on doit penser à comment les prendre en charge. C'est ça. Merci. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé à ce débat, de nous avoir informé davantage sur ce plan blanc. On vous suivra dans l'évolution de vos travaux sur ce plateau. Merci. Restez avec nous le temps de lancer la troisième thématique. Je vous le disais tout à l'heure, le Conseil de la Ligue arabe avait décidé lors de sa réunion la réintégration de la Syrie et la reprise de sa participation aux réunions du Conseil de la Ligue. Le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe est le fruit des efforts aussi de l'Algérie, notamment durant sa présidence du sommet de la Ligue arabe. On revient sur tout cela en sujet et puis retour sur le plateau pour le débat. ابدا ما تغيرنا بالنسبه لسوريا وسوريا عمرها ما تغيرت بالنسبه لنا. احنا الشيء اللي نقوم به على اساس ان سوريا عضو مؤسس للجامعه العربيه. تعزلها ولا ما تعزلهاش ما تنحي لهاش الحقوق تاعها، قدرش تمحيها. احنا ما غيرنا والو، احنا كما كان امس واليوم.
L'Algérie a toujours eu des positions constantes. Elle n'a eu de cesse d'appeler au retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe, exhortant les pays arabes à adhérer à cette orientation, consciente de l'importance de resserrer les liens et de renforcer les relations interarabes afin de faire face aux défis et aux exigences de l'heure. Ce que fait l'Algérie envers la Syrie part du principe qu'il s'agit d'un membre fondateur de la Ligue arabe, un pays frère qui ne saurait être privé de ses droits. أرادت من إعادة سوريا كما صرح بذلك الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. L'Algérie, à travers son président Abdelmadjid Tebboune, a souhaité faire revenir la Syrie puisqu'elle est membre fondateur de la Ligue arabe. À travers cette démarche, l'Algérie veut unifier les rangs arabes pour atteindre deux objectifs évoqués par le président de la République lors du dernier sommet arabe. Le premier, mettre en place un bloc économique arabe fort qui préservera les intérêts arabes communs. Le second concerne la création d'une commission arabe de coordination pour le soutien de la cause palestinienne. Après 12 longues années d'absence, la Syrie reprend sa place au sein de la Ligue arabe. À cette occasion, le Conseil de la Ligue arabe a mis en avant tous les efforts de l'Algérie pour unifier les rangs arabes à l'occasion du sommet d'Alger, pour arriver à cette décision du retour de la Syrie au sein de l'organisation panarabe. Et pour en parler, nous avons sur notre plateau Kamel Mensari, bonsoir. Vous êtes consultant de Canal Algérie pour les questions internationales et directeur de publication du quotidien Le Jeune Indépendant. Nous avons également avec nous depuis Paris Monsieur Majid Naama, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la revue Africasie, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors, retour de la Syrie dans le giron arabe, les efforts rassembleurs de l'Algérie ont porté leurs fruits. Monsieur Mensari, Kamel Mensari. Oui, du moment que le résultat est là. Donc on voit que les efforts déployés par l'Algérie depuis 2011, lorsque des pays de la Ligue arabe ont décidé d'exclure la Syrie, lorsque a éclaté la guerre civile en 2011, donc des pays de la Ligue arabe ont décidé de pénaliser les Syriens d'abord, parce que ce que l'Algérie avait dit à l'époque, il ne fallait pas exclure la Syrie parce qu'il faut faire la différence entre un régime et un État. Donc l'Algérie avait plaidé pour la présence d'un État, c'est-à-dire le pays est là en tant que membre, surtout que la Syrie a été un membre fondateur, quel que soit le régime. Donc il ne fallait pas pénaliser justement un État. Et c'est là où il y a eu la différence entre la proposition faite par l'Algérie ou bien la position algérienne et celle des autres pays. À leur tête, l'Arabie Saoudite, à l'époque, je dis bien l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Jordanie, les Émirats, donc c'était pratiquement dans la région, c'était les pays clés qui avaient une influence et un poids à cette époque-là, parce qu'ils étaient impliqués dans le conflit militairement, financièrement et politiquement, donc en concert avec les puissances de l'époque, c'est-à-dire les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne notamment. Donc, à l'époque, c'était la même position pour ce qui est de la Libye, parce que avec la guerre civile en Libye, l'Algérie a dit qu'il faudrait que la question soit réglée dans le cadre africain, et c'est un petit peu la même chose. Donc on est revenu après le temps, donc si vous voulez, le temps a fini par donner raison à l'Algérie, et c'est à ce moment-là qu'on voit qu'une position prise par un pays qui s'avère juste ne peut être que considérée comme une sorte de reconnaissance, d'une justesse d'une position, d'une justesse d'une mission diplomatique. Il faut remonter à 2011, et puis l'Algérie n'a pas coupé les ponts avec la Syrie, elle n'a pas juste pris une position et se retiré, elle est restée en contact avec les Syriens, d'abord en acceptant les réfugiés, en ne coupant pas les contacts, les relations, on a refusé de fermer comme l'ont fait les autres. On l'a vu pour le dernier séisme où l'Algérie a été une des premières à réagir. Ça, c'est tout le monde l'a fait. Mais je parle lorsqu'on était, la Syrie était isolée. L'Algérie, dans sa position, est restée elle aussi isolée. Elle a été perçue comme un pays
qui navigue seul, qui ne suit pas le courant imposé à l'époque par l'OTAN et les pays du Golfe, les puissants pays du Golfe qui sont l'Arabie Saoudite et les Émirats, donc, et le Qatar aussi. Donc, elle était dans une position. Elle est restée en contact, c'est-à-dire que les visites entre les officiels algériens et syriens se sont poursuivies normalement. Et lorsqu'il y a eu en 2016 l'idée d'essayer de trouver une issue à la crise, donc l'Algérie a proposé la réconciliation intersyrienne sur la base du document de la réconciliation et la charte nationale, la charte sur la réconciliation nationale. Donc on voit qu'il y a un processus qui a été enclenché, qui a abouti et qui a fini, comme j'ai dit, le temps a fini par donner raison à l'Algérie. Et en plus, il y a deux autres éléments essentiels qui sont, le premier a été une sorte de, disons-le, une victoire diplomatique. Et le second est que la Ligue arabe se recompose. Donc on n'est pas juste là, comme l'a signalé le communiqué, le rôle rassembleur de l'Algérie a été conclu, a trouvé son aboutissement. Donc on est dans ces deux configurations. C'est vrai qu'on peut aujourd'hui dire que l'Algérie elle a gagné sur le plan diplomatique. Depuis, ça a pris 12 ans, mais quand même le temps a fini par donner raison à l'Algérie. Monsieur Majid Nama, quelle lecture faites-vous aujourd'hui du retour de Damas dans le giron arabe, après 12 ans d'exclusion? Écoutez, d'abord, moi j'ai écrit un article sur notre site. On a dit que le retour de la Syrie dans le giron de la Ligue arabe est surtout une victoire de l'Algérie. Parce que c'est comme vient de le rappeler votre invité sur le plateau, l'Algérie a toujours défendu le droit, rien que le droit, la non-ingérence. Et elle avait conscience, et puis elle a payé cher pour ça, parce qu'on se rappelle toujours l'altercation entre l'ambassadeur algérien au Caire et le Premier ministre qatari, qui était derrière cette résolution qui viole la charte de la Ligue arabe, parce que dans la Ligue arabe, on ne peut pas prendre une telle décision sans l'unanimité des membres. Or, l'Algérie était contre, le Liban était contre, l'Irak était contre. Donc ça conforte la position algérienne. Oui, voilà, l'Algérie a toujours du côté du droit et du côté des peuples, de la cause des peuples. Et d'ailleurs, c'est à l'honneur de l'Algérie et du peuple algérien qui n'a pas rompu ses relations avec la Syrie, parce qu'il connaît l'enracinement de ces relations dans l'histoire, depuis l'émir Abdelkader jusqu'au déclenchement de la révolution. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup de Syriens qui s'étaient enrôlés dans l'armée de libération nationale. La Syrie a rompu ses relations avec la France en 1956 pour soutenir l'Algérie. Donc c'est entre les deux peuples et les deux pays, il y a quand même une affinité qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et puis je vous rappelle que le président Tebboune a joué un rôle essentiel. La question syrienne était au cœur de ses préoccupations. Il a fait l'impossible pour que la Syrie retrouve ses droits. Parce que la Syrie aussi, quand elle a compris qu'il y avait des oppositions, y compris de l'Égypte, qui toujours prétendait qu'elle était l'amie de la Syrie, c'était elle qui avait bloqué le retour de la Syrie à la Ligue arabe au sommet d'Alger. Et puis l'Algérie, comme elle tenait à la solidarité arabe, au rassemblement des rangs arabes, elle n'a pas voulu faire quand même un scandale, mais elle tenait à ce que la Syrie revienne. Voilà, l'Algérie qui avait cette vision de réunir les pays arabes et d'unifier leur position vis-à-vis des défis auxquels font face la nation arabe. Aujourd'hui, quels sont les enjeux du retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe ? Il y a d'abord les circonstances qui ont présidé à ce retour. Donc
Pourquoi la situation s'y prête aujourd'hui? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut revenir à l'accord qu'il y a eu entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Donc, le rapprochement, donc, ils ont été enterrés plus de 40 années de guerre et d'animosité. Il ne faut pas oublier que les deux pays, il y a des changements de carte importants dans la région. Donc, il fallait aussi, si on règle la question entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, il faut régler aussi les questions périphériques. Mais ça ne veut pas dire que c'est un règlement concomitant. Non, la question de la Syrie a été défendue bien avant. Donc l'Algérie n'a pas attendu qu'il y ait ce rapprochement pour qu'il y ait cette avancée. Donc il y a cette réalité nouvelle dans la région. Elle a été parrainée par la Chine parce qu'il y a une nouvelle configuration dans la région, un nouveau déploiement. Donc du moment on règle les Iraniens et les Saoudiens règlent leurs différends et reviennent à des relations normales, il fallait régler les terrains dans lesquels ils se battaient. C'est-à-dire ils se battaient par procuration, ils se combattaient par procuration en Syrie, au Liban et au Yémen. C'est ça les territoires. Donc il fallait, aujourd'hui on voit que la question du Yémen est en train d'être réglée sur le plan bilatéral. Quand je dis bilatéral, c'est entre l'Arabie Saoudite et les Yéménites, donc, et les Houthis, par exemple. Et de l'autre côté, aussi, il y a cette démarche diplomatique, mais qui ne concerne pas simplement l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire la Syrie, elle concerne les autres pays. Il ne faut pas oublier la Jordanie, dont le pays a été qui a servi de centre de commandement de toutes les opérations menées contre la Syrie, contre le régime syrien. Donc, ce sont toutes les opérations, les entraînements des combattants, ou ce qu'ils ont appelé les djihadistes, ou bien les terroristes, comme les a décrits Laurent Fabius, les djihadistes modérés, comme les a décrits John Kerry, comme les combattants de la liberté. Tous ces éléments-là étaient entraînés en Jordanie. La Jordanie a effectué des frappes en Syrie. Donc il y a un problème déjà entre ces pays-là d'abord, qui sont l'Arabie Saoudite, le Qatar, aussi la Turquie, il ne faut pas l'oublier, parce qu'on sait qu'aujourd'hui il y a une réunion entre les 4 pays, la Russie et la Turquie et l'Iran et la Syrie à Moscou. Demain il va y avoir un tête-à-tête entre le ministre des Affaires étrangères syrien et son homologue turc. Est-ce que la Syrie pourra se repositionner à travers ce retour Non, la Syrie, elle démontre que c'est un pays clé. On sait que c'est un pays clé comme elle est l'Arabie Saoudite. Chacun a son poids. Mais cette situation-là qui a vraiment déclenché cet apaisement dans la région, cette reconfiguration, la Syrie fait partie en tant que pays. D'abord, il ne suffit pas de régler le bilatéral. Chaque pays va régler ses questions bilatérales. Ouverture des représentations diplomatiques, la question des réfugiés. Il y a des réfugiés syriens au Liban, en Arabie Saoudite, il y a en Irak, il y a en Turquie, en Jordanie. Donc la question de réouverture des routes. Il y a aussi la question de la reconstruction de la Syrie. C'est l'objet de ma prochaine question. L'Arabie Saoudite, elle a fait part de son engagement. Mais d'abord, il faudrait régler la question syrienne sur le plan politique. C'est là où le rôle de l'Algérie va encore... Il ne faut pas croire que le rôle de l'Algérie c'est terminé. Il va y avoir dans le prochain sommet, il y a discussion sur comment se fera le règlement politique de la question, parce qu'il ne faut pas oublier, même si la Syrie revient dans le géant arabe, la question interne n'est pas résolue du moment que les territoires syriens... Pourquoi on a parlé dans le communiqué de la souveraineté du pays, la souveraineté du territoire syrien? Parce que le nord de la Syrie, côté d'Idlib, est occupé par l'armée turque et aussi l'armée américaine dans la région de Qamishli et de Raqqa au nord. Donc tous ces éléments-là aussi vont se greffer, vont être pris en charge. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a le retour de la Syrie, on la regarde, mais on ne règle pas le problème syrien, encore moins tous les problèmes de la région. Ça va prendre du temps, il y a des démarches à suivre, et encore... Ce processus-là, qui est engagé par tous ces pays-là, est menacé par qui? Par des frappes israéliennes, par des pays qui ne veulent pas que la région se stabilise. Et très rapidement, parce que je dois donner la parole à M. Nama pour clore ce dossier. Justement, comment ça a été perçu
ce retour de Damas par les puissances internationales? Non, déjà, les États-Unis s'en fait pas. Ils étaient surpris. Parce que c'est l'échec de l'initiative de Joe Biden qui a réuni à Jeddah les pays du Golfe, l'Égypte, l'Irak et la Jordanie. Il les a réunis pour leur proposer quoi? Proposer la création d'un OTAN arabe, c'est-à-dire présidé ou conduit par Israël, qui est une puissance militaire pour contrecarrer qui? Contre l'Iran. Et là, bien sûr, il y a une position forte de l'Arabie Saoudite qui a dit que non, les intérêts nationaux priment sur le sécuritaire. C'est-à-dire que vous ne venez pas, M. Biden, nous donner de leçons. Ça a été aussi la position des Émiratis. Monsieur Nama, sur cette question, justement, comment cela a été perçu par les puissances internationales, ce retour de Damas au sein de la Ligue arabe? Les puissances occidentales, malheureusement, ils sont encore dans le déni. Les États-Unis viennent de publier un communiqué comme quoi ils vont maintenir les sanctions. Ils sont contre ces mesures d'apaisement, contre le retour de la Syrie dans le giron de la Ligue arabe. Mais quand même, si vous voulez, l'Occident a perdu sa guerre en Syrie. Ça, il n'y a pas de doute, c'est la résistance du peuple syrien, de l'armée syrienne, contre quand même une myriade d'organisations terroristes. À un moment donné, il y avait à peu près 300 000 ce qu'on appelait djihadistes. Finalement, c'était des mercenaires ou des terroristes qui affluaient vers la Syrie, comme si c'était là le combat avec l'ennemi israélien qui occupe la Palestine. Au lieu de se diriger vers la Palestine, ils venaient détruire des pays arabes qui ont toujours donné leur sang, leur énergie pour la cause palestinienne. La Syrie, grâce à la solidité de ses institutions, de son armée et sa résistance, et surtout à ses amis, dont l'Algérie, dont la Russie, l'Iran, la Chine, l'Inde, c'est-à-dire la Syrie était soutenue par une majorité des peuples de la planète, contrairement à ce qu'on dit. Bien sûr. En quelques mots, Monsieur Nama, est-ce que justement aujourd'hui les enjeux ou les défis à relever, ce sera comme le disait Kamel Mtsari, de reconstruire la Syrie, de régler aussi le plan sur tout cela sur le plan politique également, ou de la faire sortir aussi de son isolement? Écoutez, sur le plan politique, il faut d'abord que l'opposition coupe ses relations avec ses donneurs d'ordre, c'est-à-dire avec Israël, avec l'Occident, avec les pays, avec la Turquie qui finançait quand même beaucoup de mouvements terroristes. Et il y a en Syrie, il y a à Damas, beaucoup d'organisations de l'opposition syrienne qui sont très virulentes contre le régime syrien et qui ne sont pas gênées. Il y a, si vous voulez, il y a une sortie politique. Je crois que l'Algérie, comme l'a rappelé votre invité, il y a un pacte social nouveau qui peut être négocié. L'Algérie peut être peut jouer ce rôle de médiateur et de négociateur. Recherché par tout le monde, parce que tout le monde croit en la sincérité et le patriotisme de l'Algérie, de ses positions nationales. Et surtout en Syrie, où le président Tebboune est très très populaire. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas imaginer en Palestine, en Syrie, au Liban, la popularité de l'Algérie et de son président. Parce que les gens quand même observent, regardent ce qu'a fait l'Algérie. Elle s'était opposée à toutes les guerres, que ce soit le Yémen, la Libye, la Syrie, l'Irak, partout où il y avait des guerres d'agression, elle s'était opposée. Elle a aidé la Syrie. Et le temps a fini par lui donner raison. Merci, voilà. Monsieur Majid Nama, pour votre intervention. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Paris. Merci. Il nous reste quelques minutes pour passer à notre dernière thématique. Je vous le disais, le Front Polisario célèbre aujourd'hui ses 50 ans, 50 années. Le 10 mai 1973, donc naissait le Front Polisario. On revient d'abord sur ce sujet. On voit les déclarations de Christopher Ross sur la question de la race, de la problématique sahraoui. On revient juste après.
Le 10 mai 1973, naissait le Front Polisario, Front populaire de libération de Saqiyat el-Hamra et Wad el-Dahab, un mouvement de libération nationale qui mène depuis un demi-siècle un combat inlassable face à l'occupant marocain. Considéré comme seul représentant légitime du peuple sahraoui, reconnu par les Nations Unies, le Front Polisario célèbre cette date anniversaire sur fond de lutte acharnée pour arracher l'indépendance du Sahara occidental et recouvrer la souveraineté nationale sur tous les territoires occupés. Cette date intervient aussi sur fond d'une reconnaissance croissante du droit légitime du peuple sahraoui à la liberté et à l'indépendance. Très au fait du dossier, Christopher Ross, ancien émissaire des Nations Unies au Sahara occidental, revient sur un conflit qui ne semble pas connaître son épilogue. Surtout après 1991 et le plan de règlement qui a été proposé par les Nations Unies et l'Union africaine, l'idée était de faire un ceasefire, un cessez-le-feu, pour permettre aux Nations Unies d'organiser un référendum. C'était ça. Bon, à partir de l'arrivée du nouveau roi du Maroc, l'idée du référendum a disparu dans la tête des Marocains. Mais le Conseil de sécurité n'a pas réagi. Et depuis le début de ce conflit jusqu'à aujourd'hui, un des grands problèmes de la recherche d'une solution est l'inactivité concrète, réelle du Conseil de sécurité. Ils se limitent à dire, et ils l'ont dit maintenant à 1, 2, 3, 4 envoyés personnels, on soutient vos efforts. Comment vous le soutenez? Là, il n'y a pas de réponse. Il n'y a ni activité diplomatique, ni pression à qui que ce soit. Le diplomate américain chevronné raconte comment le Maroc a tout fait pour maintenir le statu quo et entraver le travail des émissaires des Nations Unies au Sahara occidental. Depuis 2007, quand le Maroc et le Polisario ont posé leurs propositions sur la table de négociation, 15 sessions de face à face entre Polisario et Maroc, sans résultat. Et il est clair et évident, mais personne n'ose le dire et ose agir en fonction de ce qui est tellement clair. Les Marocains ne veulent pas négocier. Ils sont beaucoup plus confortables avec le status quo qui leur permet de créer des conditions sur le terrain, d'essayer de faire oublier le dossier au niveau de la communauté internationale. Alors, quelle est leur tactique? Quelle a été leur tactique dans toutes ces sessions de négociation? Ils sont arrivés et tout de suite, ils disent « Nous, on est là pour discuter de notre proposition d'autonomie ». Christopher Ross appelle la communauté internationale et le Conseil de sécurité des Nations Unies à assumer leurs responsabilités. Si quelque chose doit changer, ça doit changer au niveau de la communauté internationale. Ce qui est différent peut-être actuellement, c'est que le soutien du gouvernement américain à de Mistura est beaucoup plus fort qu'il ne l'était pour les envoyés personnels précédents. Face au mutisme et aux manœuvres de l'occupant marocain, le soutien à la cause sahraoui continue de susciter un élan international et une reconnaissance grandissante du droit du peuple sahraoui à son autodétermination. À sujet d'Emel Bouarba, on l'entend aujourd'hui, l'ancien émissaire des Nations Unies pour la question sahraoui dénonce clairement ce qu'on appelle l'inaction du Conseil de sécurité, ce qu'il appelle le mutisme aujourd'hui des Nations Unies. Malgré cela, aujourd'hui, le Merzen continue à échapper aux pressions.
pas simplement de l'humilitisme, mais la complicité surtout. Parce que le Maroc, en agissant de la sorte, en faisant obstacle à tout ce qu'il a fait, M. Christopher Ross, il le dit, c'est-à-dire qu'on lui disait, nous soutenons au sein du Conseil, nous soutenons vos efforts, mais comment jamais il y a eu des actions, comme il l'a dit, il a été victime de l'inaction des puissants justement, parce que une fois sur le terrain, pendant tout ce temps qu'il a passé à essayer de régler le problème sahraoui, il s'est heurté justement à l'inaction de ceux qui étaient censés le soutenir et censés le pousser ou censés le faire parvenir sa mission et la faire réussir. Donc lui-même il dit clairement que le conflit du Sahara occidental est l'otage de puissance. Le Maroc ne profite que de cette réalité-là. Il est là parce qu'il sait qu'il a des puissances. Et quand on parle de puissance, on parle de qui en premier? Par exemple, la France est une puissance coloniale. Donc la colonisation, c'est la France comme le Maroc. Et aujourd'hui, il s'est aussi associé à Israël, un autre colonisateur. Donc dans ce processus qui a été pris en charge par Christopher Ross et même James Baker, il ne faut pas oublier James Baker. Tout le monde a fini par baisser les bras, non, c'est-à-dire que c'est pas baisser les bras, c'est-à-dire on a tout fait pour qu'ils échouent. On a envoyé des choux, comme on dit dans le langage militaire, on les envoie au casse-pipe. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et franchement, donc c'est pour se heurter à des murs. James Baker a proposé 2 plans de règlement. Le premier, qui était pourtant un petit peu favorable au Maroc, il a été rejeté par les Marocains. Parce qu'il y avait des arrangements territoriaux. Le deuxième, le plan B, c'était quoi? Que les Sahraouis bénéficient d'une autonomie pendant 5 ans, ponctuée par un référendum, que la question de défense reste entre les mains des Marocains, la monnaie locale entre les mains des Marocains. Au départ, les Marocains, ils ont accepté, mais comme ils savent, quel est le problème des Marocains? Pourquoi ils refusent le référendum? La peur du régime du Merzenne, c'est que les populations qu'il a lui-même déplacées du Maroc vers le Sahara occidental demande l'indépendance. Donc il n'a même pas le contrôle de la réalité. Donc il a changé la démographie dans l'espoir que ça va lui être profitable. Finalement, il a peur. S'il était vraiment sûr que cette population lui est favorable, il aurait organisé ce référendum. Mais non, parce que même les Marocains veulent échapper. Il a peur que les Marocains eux-mêmes votent pour l'indépendance du Sahara occidental. Et c'est finalement ce statu quo qui est maintenu et qui arrange les affaires. Il arrange les affaires du Merzenne, mais en même temps, ça devient coûteux parce que les Marocains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit des villes, croyant comme Dakhla, des villages de touristique et tout, qui sont des villes fantômes. Il essaie par tous les moyens d'attirer des pays à ouvrir des consulats, mais c'est des consulats fantômes, on ne vous trouve que les plaques. Donc tout le processus, le Maroc, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que gagner du temps. Depuis le cessez-le-feu, depuis les accords de 91, depuis les accords de Houston en 96, et puis depuis les accords de Manhattan, les négociations de Manhattan, ça a toujours été comme ça. Faire des négociations pour gagner du temps. Il l'a fait avec l'Algérie aussi. Donc, vous imaginez, il invite son voisin à une visite, un premier ministre algérien pour visiter le Maroc. Jamais cette date n'a été annoncée parce qu'il sait très bien que les problèmes entre les deux pays qui sont en suspens depuis 1962 ne veut pas les régler. Donc, ça a toujours été la fuite en avant et c'est qu'il le paye. Il le paye le droit international avant que le peuple sahraoui. C'est une gifle à la légalité internationale. Il y a la commission de décolonisation de l'ONU qui reconnaît que ce territoire n'est pas marocain, que ce territoire doit être sujet à un référendum, que les résolutions toutes les résolutions de l'ONU appellent un règlement de la question sahraoui par voie référendaire ou par voie, même si parfois les termes ne sont pas clairs, mais il faudrait que ce soit la négociation. Même la négociation, il la refuse. Pour lui, le Sahara occidental n'est pas un problème entre le Sahara et entre les Sahraouis et les Marocains. Il essaye de tergiverser en accusant l'Algérie que c'est un problème algéro-marocain. Alors que l'ONU ne l'a jamais inscrit en tant que problème algéro-marocain. Et en plus de ça, dans toutes les résolutions, les parties sont définies et bien ciblées. Le Maroc et le Polisario. Donc même quand nous sommes un pays qui a un problème à ses frontières, nous avons des réfugiés parce que c'est une obligation internationale. C'est le
c'est le HCR qui nous l'a demandé. Nous accueillons des réfugiés. Comme nous-mêmes, nous avons été réfugiés en Tunisie. Donc, on a été. Donc, c'est ça, les guerres. Ça génère des drames et des déplacements de populations menacées par la mort ou par l'occupant. Donc, c'est absolument ce qui se passe au Maroc aujourd'hui. Le Polisario qui fête aujourd'hui ses 50 années d'existence. C'est quoi? C'est parce que ça démontre quoi? Ça veut dire que le conflit existe toujours. On ne peut pas le nier. Et en plus, la création du Polisario, le Maroc ne s'est jamais opposé à la création du Polisario. Il n'a jamais dit en 1973 que c'était un mouvement contre le Maroc. Il était contre l'occupation et le roi Hassan II a béni cette création. Puisque la création s'est faite au Maroc. Le problème vient après, comme l'a si bien souligné Christophe Ross. C'est avec le roi Mohamed VI qui a mis fin un peu à ce référendum. À cette, non, mais on ne peut pas le mettre en fait, c'est pas une décision personnelle. Oui, bien sûr, mais qui a bloqué. Qu'il le bloque ou il ne le bloque pas, ça reste une position. Mais il ne peut pas nier que le droit international, que l'ONU et tous les partis, y compris la Cour internationale de la Haye, disent qu'il y a un problème d'autodétermination et que ce peuple doit se prononcer pour son avenir. Ça ne peut pas être... Le Front Polisario aujourd'hui... L'occupant, qu'est-ce qu'il fait? Ça a été le même qu'en Algérie, c'est le déni. L'Algérie, lorsque les Algériens, enfin l'Algérie, le problème de l'Algérie a été posé aux Nations Unies, qu'est-ce qu'ont dit les Français? Non, c'est un problème interne. C'est comme la même chose, c'est la même rhétorique qu'on répète tout le temps. Les colonisateurs refusent d'admettre qu'ils sont en train d'opprimer un peuple et d'occuper une terre qui ne leur appartient pas. C'est ça le langage des colonisateurs. Des colonisateurs, c'est ça. En France, ça a été la même chose. Les Américains l'ont fait. Et aujourd'hui, quand un pays, par exemple, qui aspire à son indépendance, comme ce qui se passe en Palestine, que répondent les Palestiniens? C'est notre terre. C'est ça, parce que vous avez la puissance militaire, vous avez les appuis. Le Maroc vit de quoi? Vit de ses appuis et non pas d'un droit légitime. Il n'a rien. Il s'est même autorisé, arrogé le droit de dire que des territoires entiers de l'Algérie lui appartenaient, comme ceux de la Mauritanie. Le Maroc n'a jamais reconnu l'indépendance de la Mauritanie jusqu'en 69. Et c'est ça, c'est là. Vous voyez, donc le Maroc, il est dans le déni. Et en étant dans le déni, il peut dire il peut tourner le dos au référendum, mais ça viendra. Aujourd'hui, pour revenir en quelques mots sur le Front Polisario qui poursuit sa lutte sur le plan militaire et diplomatique, il y a eu aussi des succès sur le plan diplomatique. Il y a d'abord cette reconnaissance du Front Polisario comme étant le représentant légitime du peuple sahraoui. On ne peut pas lui enlever. Et puis il y a eu la reconnaissance sur la pêche illicite. Ça a été gagné au niveau de la Commission européenne. Donc il y a quand même des avancées pour le Front Polisario sur le plan diplomatique. Le Polisario, c'est-à-dire les Sahraouis, n'en finissent pas avec les succès diplomatiques parce qu'ils sont dans leur droit. Donc il y a l'annulation des accords de pêche, l'annulation des extractions qui ont été faites dans le territoire, y compris le peuplement. Les colonies de peuplement qui sont tous illégaux. Donc le Maroc est en train d'imposer le fait accompli, mais en étant contre la légalité internationale. Donc aujourd'hui, le Polisario, quand il vient négocier avec le Maroc, c'est une reconnaissance directe. Donc ce n'est pas même quand il est cité dans la résolution de l'ONU, il est cité en tant que représentant. D'ailleurs, il est présent à l'ONU en tant que pays observateur. Il est membre le Sahara occidental est membre de l'Union africaine. Donc c'est un membre fondateur. Donc la reconnaissance est double sur le plan africain parce que c'est aussi un problème africain. Il ne faut pas l'oublier. La question devra se régler sur ce plan-là. Africain, onusien. Onusienne parce que d'abord il faut réformer l'ONU. Si on aboutit à une réforme de l'ONU, réforme du Conseil de sécurité, à ce moment-là, la donne change. Il faudrait que des pays, l'Afrique doit avoir ses deux représentants, l'Asie aussi, élargir le Conseil de sécurité. Là, on peut imposer parce qu'en plus de ça, demain... Et débloquer le statu quo. Oui, tout à fait. Merci Kamel Mounsari d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir été présent sur ce plateau avec nous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir et à mercredi prochain. Inch'Allah.